Bonjour et bienvenue dans ce meet-up pour en parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est la gestion des risques dans un projet IT ou autre projet dont on gère. Alors, dans ce meet-up, on va faire une petite introduction pour se familiariser un peu sur les notions de gestion de risque. Après, on entrera directement vers le processus. Je vais vous expliquer en détail les étapes de la gestion de risque et après, on fera une petite conclusion. Alors, pour vous, la gestion de risque, quand vous entendez gestion de risque, vous ne lisez pas. Alors, quand vous entendez gestion de risque, qu'est-ce qui vous donne dans l'esprit? Ça vous dit quoi? La gestion de risque dans des projets. Identifier les risques. On est entré directement dans le process. Tout ce qui est sécurité. Oui, ça englobe, oui. Disons maintenant, est-ce que c'est important pour vous, la gestion de risque dans vos projets? Est-ce que vous voyez ça dans le terrain, dans la gestion de vos projets, dans les projets que vous faites partie le jour au jour? Est-ce que ça vous dit la gestion de risque? Est-ce qu'on l'explique? Est-ce que vous en parlez est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que vous voyez que c'est important? Ça de un. Plus d'anticiper les risques, moins pas de surprises. Je pense que oui. Oui. Et dans vos projets, est-ce qu'aujourd'hui, le chef de projet ou vous avez des réunions dédiées pour gérer les risques? Malheureusement. En Alors, tout cas, ça fait Oui. partie de la planification initiale. Dès la planification initiale, on est censé identifier les événements qui peuvent nuire au projet dans le futur et les évaluer et essayer de trouver des façons de mitigation. oui, ça, on a allé trop loin. Désolée, j'ai brûlé Ah, cette si. étape. Alors, pour dire que c'est très important de gérer des risques dans un projet, c'est vraiment essentiel et primordial pour des projets, surtout informatiques ou autres, hein. Ce sont des aspects très importants pour anticiper et pour atténuer les impacts négatifs potentiels dans un projet. D'accord? Donc, en identifiant les risques, comme a dit notre ami, en évaluant les risques, on veut vraiment apporter le succès à un projet. Si on néglige les risques, on fera face à des problèmes, on fera face à des risques ou pas des risques, là on appelle des problèmes, à gérer par la suite au cours du projet. D'accord? Donc c'est très très important ce processus de l'intégrer, de le prendre en charge dès le démarrage du projet. D'accord? Alors, on a dit que c'est très important de gérer des risques dans un monde informatique ou dans d'autres projets de d'autres types. Pourquoi? C'est pour mitiger les pertes qui bien évidemment ont un grand impact financier ou autre pour un projet ou une entreprise, pour améliorer la planification. C'est-à-dire, quand on gère nos risques dès le démarrage du projet, on planifie nos actions, on planifie ce qu'on va faire au cours de route. Mais si on ne le planifie pas au démarrage, on fera face à des problèmes qu'on doit gérer, qu'on doit dédier des ressources, qu'on doit dédier des ressources humaines et financières. Et du coup, on aura un planning qui ne tient pas par rapport à ce qu'on a fait au démarrage du projet. Ça, c'est 2. 3, quand on gère nos risques, quand on identifie nos risques au démarrage du projet ou même au cours du projet, on aura la capacité le plus rapide possible de s'adapter aux changements au cours de route. D'accord? Sont les trois principaux importances ou les trois piliers de la gestion de risque. Mais il y en a d'autres, bien évidemment, qu'on peut citer. D'accord? Ça, on n'a pas entré dans les détails. Petite nuance, revenons.
Il y a des gens qui parlent de risque, mais réellement, ils ne savent pas c'est quoi un risque, c'est quoi un problème et c'est quoi un danger. On ne fait pas la différence. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez me donner c'est quoi un danger et c'est quoi un risque? Je pense qu'un risque, c'est un événement négatif qui peut impacter pas mal de... qui peut impacter par exemple le délai ou la qualité de la production qu'on va produire par la suite. Ça peut aussi impacter l'équipe. Donc pour moi, un risque, c'est un événement un peu incertain, un événement négatif. Oui, oui. Et c'est quoi un danger? Danger, dans l'absolu, c'est... C'est la résultante du risque s'il est activé. Un danger, c'est sûr. S'il est confirmé. Oui et non. Oui et non. Si un risque est réalisé, ça sera un problème, ça sera un conflit à gérer et prendre les actions immédiatement. Et on n'a pas planifié auparavant. Mais un danger, c'est un événement. C'est un événement où une source potentielle de perte. Je vous donne des exemples pour mieux comprendre. Alors, la norme officielle de risk management, c'est l'ISO 31000, dont j'ai pris la définition. C'est la version 2018. Un danger, c'est une source potentielle de dommages ou de pertes. Alors, on prendra un exemple. On a un salle serveur dans notre entreprise. Cette salle serveur, on a détecté, les alarmes ont été déclenchées et on a un incendie au niveau de la salle serveur. Est-ce que c'est un risque ou un danger? Le fait est là. Ça, c'est un danger qu'on aurait dû gérer à l'avant. Pardon? Ah oui, c'est un danger. Alors, c'est quoi le risque? Si on a auparavant, au moment où on a installé cette serveur, on a étudié les risques pour ne pas avoir cet incendie. On a mis les actions nécessaires pour ne pas avoir un incendie un jour ou l'autre. Ça, c'est un risque. Donc, le risque, c'est des actions qu'on doit mettre en place pour ne pas avoir un événement ou un dommage ou une perte par la suite. Peut-être un problème aussi. Parce qu'on a... Nuance danger, danger, problème. Le problème, c'est la même chose après. Il n'y a pas une définition claire et nette du problème. Mais si un risque est atteint, on a le risque et il n'est pas mitigé, on est face au problème. D'accord? Alors, le danger, comme je l'ai dit, c'est une source potentielle ou des dommages de perte. Je vous donne un autre exemple. Ou vous pouvez me donner un autre exemple si vous avez compris la nuance entre risque et danger. Dans notre domaine, parce que ça nous parle. On a un matériel informatique qui est endommagé. Matériel informatique, ça c'est une perte, ça c'est un dommage. Qu'est-ce qui va engendrer cette perte? Elle va engendrer une perte de données, les données qui peut être des données confidentielles de nos clients, qui peut être des données qu'on n'aura plus accès, etc. Ça, c'est un danger qu'on doit faire face. C'est quoi le risque? Le risque, c'est la perte des données qui sont dans le matériel endommagé. Pour faire face à ce risque, il faut identifier c'est quoi la cause. Le matériel est endommagé. Donc, on doit faire face à ne pas mettre des actions, à ne pas avoir de matériel endommagé et par la suite, éviter l'impact parce que en perdant les informations d'une entreprise qui sont confidentielles, on va perdre la confiance du client, on va perdre des données qu'on ne peut pas récupérer.
Vous voyez la nuance entre danger et risque? Bien. C'est bon pour vous? Pour les gentils, c'est bon pour vous? Oui, Oui, c'est c'est assez clair. clair. Voilà. Allez, on entre dans le corps métier du gestion des risques. La première phase à faire quand on veut gérer un processus de gestion de risque, c'est vraiment de comprendre la typologie des risques. Les types de risques sont des centaines. Donc, j'ai pris pour notre domaine quelques types de risques. Par exemple, est-ce que vous pouvez déjà me donner quels sont les risques qui sont liés au délai? Parce qu'on est toujours face à un problème de délai ou un risque de délai dans nos projets informatiques. La conformité du produit par rapport au réglementaire. Ouais, on parle de délai maintenant. Oui. Oui. Si tu ne livres pas un délai bien déterminé, s'il y a des règlements. Donc le risque, c'est que tu as des livraisons décalées. D'accord. Oui. Le risque, c'est d'avoir des livraisons qui sont décalées par rapport au planning. C'est ça le risque, qui est lié au délai. D'autres risques, vous choisissez ce que vous voulez. Il y a des liés aux ressources humaines, il y a des risques liés aux financiers, liés à la sécurité, liés au changement, liés à la qualité, liés aux gouvernances. Il y a des risques de type externe, bien évidemment, de type opérationnel et de type technique. Par exemple, lié aux ressources, il y a absence d'un dev ou avoir un membre de l'équipe, mais qui peut impacter les délais aussi. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Et du coup, c'est un risque lié aux ressources humaines ou lié au délai? Alors, dis-moi, c'est quoi la cause de votre risque? Les femmes malades, par exemple. Donc, le problème, cause principale de ce risque, c'est l'être humain. Donc, c'est un risque lié aux ressources humaines. Et c'est quoi l'impact? C'est décalage de... Voilà. Si tu comprends la cause et tu sais l'impact, tu as identifié ton risque. D'accord? Ça, c'est la prochaine étape. Je sais pas, lié à la qualité, par exemple. Et là. Le testeur ou le QA n'identifie pas des bugs. La non-complétude des spécifications. Ah oui. C'est causé par. Toujours orienté vers Oui. Alors, lié au changement, par exemple, on a un risque qui est lié au changement. Au cours de. Ouais, quand on a identifié nos risques, on a vu que notre client, il est très incertain ou ses spécifications sont mal gérées. Donc, on aura un risque de changement au cours de route de notre projet. D'accord? Quoi d'autre? Externe, par exemple. Parce qu'un projet, pour la gestion de projet, on ne voit pas le projet interne que interne. Il faut avoir une œil interne, externe et partie prenante, tout ce qui entoure le projet. D'accord? Externe, ça peut être Covid, des catastrophes naturelles, c'est un environnement. Changement de technologie qui peut impacter notre projet. Bonsoir. Quoi d'autre? Technique. Pénurie d'équipement, hein, si on prend l'exemple de ta salle de serveur. Donc, il n'y a plus de serveurs à livrer, par exemple. Il n'y a plus de serveurs à livrer. Est-ce que c'est un risque ou un problème? Réfléchis un peu. La non-disponibilité des serveurs, ça c'est un risque à étudier, oui. C'est quoi le risque? Si tu n'as pas des serveurs, c'est quoi le problème? C'est quoi le risque? Tu peux pas livrer, par exemple, l'installation d'un produit sur un serveur. Oui, oui. Ça c'est un ordre technique. Mais ça te dépend du fournisseur, c'est ce que je voulais dire. Pardon? Oui.
Je voulais dire, c'est un risque qui a été déclenché par le fournisseur. C'est un risque, c'est un truc externe. Oui, si la partie prenante ou la partie qui a déclenché ce risque. C'est pour ça qu'en toujours, si face à un risque, il faut avoir c'est quoi la cause du risque. Si le client est la cause de risque, c'est de type externe. Ce n'est pas nous qui ont mis ce problème ou ce risque au cours de route. D'accord? Peut-être que vous l'avez bien dit, c'est que j'arrive. C'est quoi vous avez dit problème aussi. Est-ce que Oui. c'est un risque ou c'est un problème? Le problème, quand on a un risque qui est déjà matérialisé. C'est bon, on est face au problème. On ne parle pas de risque. Ok, donc risque, c'est des choses qu'on va Anticiper. C'est la Le problème, c'est que Voilà. on est arrivé au risque. Le risque qu'on a anticipé, bah, il est là, on doit trouver une solution. Tu dois gérer un problème là maintenant. Si tu es face à un problème, tu dois le gérer immédiatement. Mais les risques, ça se planifie, ça s'identifie et on va voir plus en détail comment le gérer. D'accord? Allez, on avance. Si vous avez d'autres. Moi, j'ai une question. Oui, bien sûr. Justement, là, quand par exemple vous avez dit que le client, vous sentez qu'il n'est pas sûr, qu'il peut changer d'avis. Ouais. Comment on peut. On sait que, par exemple, en travaillant avec les clients, on sait qui est sûr de lui et on sait qui peut changer le besoin au cours de route. Qu'est-ce qu'on doit prévoir par rapport à ça? On va voir ça. Okay. On va voir ça. garde ta question et après je vais te répondre. Allez, on avance un peu. Alors, c'est quoi un processus de gestion de risque? Ça, c'est identifié par ISO. ISO met 5 étapes pour la gestion de risque. Il y a d'autres normes qui n'utilisent pas le même nombre d'étapes. Mais là, au final, ils se retrouvent. D'accord? Alors, on va commencer par l'identification des risques. Donc, on va identifier un risque potentiel. Un risque potentiel. Aujourd'hui, on est en train d'identifier le projet, il n'a pas démarré. On va se mettre autour d'une table et on va identifier nos risques potentiels qui pourraient affecter notre projet. D'accord? Ça, c'est la première étape. Après l'identification des risques, on va les évaluer. Comment on va les évaluer? On va déterminer la probabilité d'occurrence de ce risque et l'impact sur notre projet. D'accord? Gardez en tête ces deux facteurs, la probabilité et l'impact, parce que c'est deux facteurs qui vont nous aider après à l'évaluation et au traitement du risque. Après on l'a évalué, on va bien évidemment sortir les actions à faire, nécessaires pour faire face à ce risque, et on va répondre ou planifier les actions ou les réponses à ces risques. Ce sont les actions en elles-mêmes. Ça dépendra des entreprises, ça dépendra des stratégies de l'entreprise pour répondre ou faire face aux risques. Moi, j'ai choisi ces quatre décisions, mais d'autres entreprises choisissent de faire autrement. D'accord? Après, on a nos actions à implémenter, donc la mise en œuvre de nos réponses aux risques. Et là, bien sûr, on ne va pas les mettre dans le projet, on va les planifier et on travaillera et on les laisse tomber. D'accord? Donc, on va les surveiller, les contrôler, surveiller leur évolution, l'évolution de risque, parce que tout au long du projet, le risque, l'impact et la probabilité peuvent changer et du coup, les actions peuvent changer. D'accord? On va identifier des nouveaux risques potentiels, peut-être, et surveiller l'évolution et l'efficacité des stratégies qu'on a mises en place. D'accord? Ici, on va parler que des risques projets. Il n'y a pas les risques produits. Risque projet-produit, c'est quoi la différence pour toi? Les risques projets, c'est ce qui impacte le projet. Oui. En général, ça peut être la partie, les ressources humaines ou le budget, des trucs comme ça. Oui. Et produit, c'est le produit qu'on développe. C'est-à-dire phase d'analyse, phase de développement, déploiement.
C'est tout le processus de projet. Oui, ça veut dire, est-ce que là, dans la présentation, on va parler de risque projet qui va englober tous les risques, ou vraiment on va parler que des risques projet? On va parler en général, mais ça s'applique pour les deux, projet ou produit. Si tu comprends la philosophie, comment gérer, identifier, évaluer, mettre en place des actions, les surveiller, tu peux le faire au niveau d'un programme de projet, au niveau d'un portefeuille de projet, au niveau d'un seul projet, au niveau de la gestion d'un produit. C'est quand tu veux. La granularité, c'est là où tu mets le curseur, mais c'est la même méthode de gestion. Ouais, Peut-être en avançant, ouais, là tu m'arrêtes si tu vois que ça ne se gère pas de la même manière. Ouais. D'accord? Alors, commençons par l'identification des risques. Comment on va identifier les risques? On peut identifier les risques. Là, on a un chef de projet qui a 30 ans d'expérience. Il a pas mal géré des projets. Il va s'installer dans un bureau. Il va tac, 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 tac. Elle va les lister. Voilà, c'est nos risques. Non, ça ne se passe pas comme ça. D'accord? On a plusieurs techniques qui peuvent nous aider à identifier les risques. On peut utiliser une seule technique si on n'a pas le temps. Deux, combiner deux ou trois, c'est tout au long de. C'est attribué au directeur ou du projet ou au temps attribué à ce projet. D'accord? Le brainstorming, je pense que tout le monde connaît c'est quoi un brainstorming. Oui? Alors, on va mettre tous les membres de l'équipe dans une salle de réunion. Quelqu'un qui prendra le lead pour écrire. On va faire le tour une centaine de fois pour que tout le monde ait la libre expression pour donner leur idée. On va les regrouper et au final, on ne va pas sortir de la salle de réunion sans avoir une liste des risques. D'accord? Ça, c'est une technique. Peut-être ça, c'est la plus utilisée, d'après mon expérience. Et après, on peut avoir examen des leçons apprises. C'est quoi l'examen des leçons apprises? Dans des entreprises où on gère des centaines de projets, au final, à la fin de chaque projet, on a quelque chose qui… qu'est-ce que je dirais? Rex. Retour d'expérience ou les leçons apprises, ou chacun a le nom qu'il veut. Mais vraiment, l'objectif de cette présentation ou de ce document, c'est vraiment de lister tout ce qu'on doit retenir d'un projet. On peut prendre tous ces documents, on va les analyser et prendre si notre projet ou notre produit a été géré dans un autre contexte, on va prendre les leçons apprises et on va les utiliser. Bien sûr, pas que, on va les enrichir. L'analyse SWOT. L'analyse SWOT, c'est vraiment de faire une étude de notre projet de quatre coins. Les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc, on a une vision interne et externe de notre projet. Et pour chaque case, pour les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, on va sortir quels sont les risques qui potentiellement peuvent impacter mon projet. D'accord? Ça, c'est interne, externe, mais c'est très bénéfique, cette technique. D'accord? La consultation des experts. Moi, personnellement, je la recommande vivement. Parce que là, les experts, on a des experts en gestion de projet, on a des experts en gestion de risques, on a des experts en gestion de portefeuille des risques qui ont des centaines de projets qui ont géré. Alors, apprendre le retour d'expérience, c'est très, très bénéfique pour nos projets. Donc, on peut les solliciter pour 2-3 jours, on peut les solliciter pour une demi-journée. Ça dépendra de l'ampleur de notre projet. Si on parle d'un programme de projet qui va nous coûter des millions d'euros, on a l'éligibilité d'avoir un expert pendant 2-3 jours pour nous aider à identifier tous les risques potentiels à notre projet. Donc, ça dépend du projet qu'on gère. Petit, grand, voilà. Donc, la consultation des experts, cette technique, elle est très, très efficace
pour identifier, parce que parfois, même en se retrouvant dans une même boîte, on a les mêmes réflexes, on a les mêmes idées, et du coup, peut-être il y a des risques qu'on n'aura jamais, on ne pourrait pas envisager. D'accord. Un externe ou un expert qui vient juste pour une demi-journée ou 3 jours pour Oui. identifier un risque sur un projet, il ne connaît rien du projet, il ne connaît rien du... Bah, il connaîtra sûrement. Il aura des, on va le mettre dans le bras. On va les l'expliquer le contexte du projet. Il va poser des milliers de questions. Il va comprendre tout ce que tu as dans la tête et stay to the point. Il va te guider pour avoir la possibilité de sortir tous les risques. Ça, j'en ai vécu, je sais ce que c'est. Oui, il sait. Oui, bien évidemment. C'est quoi les questions qu'il faut poser? Toi, quand tu as la tête dans le guidon, tu ne vois pas les trucs des évidences des fois. Ouais. Enfin, il a vu des centaines. Donc, oui. Il sait que ça peut être des experts en interne aussi. C'est interne ou externe. C'est vraiment c'est un expert dans son domaine qui peut nous rajouter le plus. D'accord, pour notre projet. À l'analyse des parties prenantes. Dans un projet, on a des parties prenantes qui sont internes et externes. Et je ne vous dis pas les conflits entre les parties prenantes qu'il faut gérer, qu'il faut identifier dès le démarrage de projet pour les gérer par la suite. Donc, l'analyse des parties prenantes, ayez toujours en tête, en faisant l'identification de risques, qu'il faut vraiment faire un point sur les parties prenantes parce que parfois, des projets sont arrêtés suite au conflit des intérêts ou la non-satisfaction d'une partie prenante qu'on n'a pas en tête quand on a démarré le projet, ainsi de suite. D'accord. Il y en a d'autres techniques, mais c'est les phares, les plus utilisés dans les projets, surtout dans les projets informatiques. Excuse-moi, bonjour à tous. Oui. Les deux derniers points, plutôt les deux dernières étapes, c'est pas en relation avec la conduite de changement pure et dure, hein, parce que j'ai l'impression que ça fait partie de la conduite de changement en fait. Parce que lorsqu'on parle d'influence, lorsqu'on parle de satisfaction, lorsqu'on parle d'identification de risques, implication des parties prenantes et ainsi de suite, je dirais que c'est la conduite de changement. Donc, après, peut-être que c'est des choses partagées, quoi. Oui, certes, ce sont des choses partagées, mais si tu fais pas, t'es pas forcé à faire recours aux experts, là. Mais l'analyse des parties prenantes, ça peut déclencher le processus de gestion de changement. Peut-être l'action que tu amèneras après l'analyse des parties prenantes, il y a des ressources qu'il faut gérer. Il y a des ressources qu'on doit mettre, des actions précises qui fait partie du processus de gestion de changement, qu'on doit la mettre en place. Peut-être notre entreprise, elle n'est pas dans la maturité demandée pour gérer ces changements, mais en identifiant ce risque, on va mettre en place un processus de gestion de changement, on va l'appliquer pour gérer ce risque, pour ne pas avoir un problème de partie prenante, pour atténuer le risque qu'une partie prenante affecte notre projet et peut-être arrêter notre projet. J'ai répondu à tes questions? Oui. Bah, après, moi, je dirais que peut-être lorsqu'il s'agit voilà, ça dépend de l'intervention qu'on a et à quel moment de la vie de projet. Est-ce que c'est au début? Est-ce que c'est la phase préparative de la mise en place du programme ou du projet? Ou bien c'est au milieu? Donc, ça veut dire qu'on est intervenu à un moment où tout est démarré. Après, ça peut-être que parce que pour moi, alors je pense, hein, selon ma petite expérience, c'est que lorsqu'il y a un programme ou effectivement ou un projet, un nouveau projet dans une entreprise, il y a automatiquement la conduite du changement qui a été déjà menée. Donc ça veut dire qu'on a toujours une base, bon, je pense, hein, si ça a été fait selon les règles d'art, il y a la conduite du changement qui ont déjà fait le travail, pas mal de travail pour
les différentes parties prenantes et on peut se baser dessus pour, comme étant une base à compléter pour identifier les différents risques qu'on pourra avoir tout au long de la durée du développement et de la mise en place du projet. Parce que si on commence, bon, mon avis, hein, je ne vais pas monopoliser quand même, mais le fait d'identifier les risques et les parties prenantes avec surtout la partie qui concerne l'influence sur la faisabilité, sur le parcours et sur l'avancement du projet, ça c'est un Ouais. casse-tête et ça prend beaucoup de temps, quoi. Et surtout Oui. que les acteurs influents, c'est vraiment des personnes ou je dirais des groupes de personnes parfois qui Mhm. sont au top management et il faudra vraiment s'approcher d'eux de façon un petit peu à la douce pour, pour ne pas, pour ne pas Euh, avoir Je suis d'accord si on parle, oui, du top management ou des responsables ou des gens de décision, c'est mais ça. il y a des parties prenantes qui n'ont pas au top management. Par exemple, c'est nos vis-à-vis Totalement business, d'accord. c'est le Totalement d'accord. client. Oui, oui, totalement d'accord. Ouais. Ça, il faut les gérer. Mm. Il y a des projets où j'étais face aux utilisateurs finaux qui n'ont pas été impliqués dès le démarrage du projet. On n'a Ouais, pas en radar que les utilisateurs finaux de notre produit doivent être impliqués dès le début. je suis On ne d'accord. Ouais. savait pas. Mm. Mais Ouais. si on avait fait l'analyse des parties prenantes, ça nous a vraiment Épargner pas mal épargné pas mal de de casse-tête. risques Ouais. Ouais. après. Oui, Ouais, c'est vrai. Mm. Non, non, vous avez raison. Ouais. ouais. Alors, maintenant, on a abouti on a pris en compte ces techniques, on a identifié nos risques. Qu'est-ce qu'on va faire après l'identification des risques? On va les évaluer. Alors, il y a deux choses. Soit c'est une évaluation qualitative ou quantitative. C'est ces deux qui sont utilisés. La moins utilisée, c'est la qualitative, c'est-à-dire qualitative. Non, maintenant, on a les risques, on les a identifiés. On a les causes potentielles de ce risque. On a les conséquences prévues et bien évidemment les parties prenantes concernées. Pour évaluer un risque, on a deux choses. C'est la probabilité d'occurrence de ce risque et l'impact de ces risques. D'accord? C'est deux termes qu'on va utiliser d'ici la fin de la formation. D'accord? L'évaluation, c'est la probabilité d'occurrence d'un risque et l'impact, c'est l'impact potentiel si jamais ce risque est devenu un problème. D'accord? Comment on va faire l'évaluation? C'est la combinaison entre impact et probabilité. De façon qualitative, on va opter vers des probabilités qui sont rares, peu rares, probables, certains, et des impacts qui sont impact faible, impact modéré, impact élevé ou très élevé. C'est vraiment, qualitativement, on va dire, ce risque, il est peu probable, mais elle a un impact, même s'il se réalise, son impact, il est faible. On va le mettre dans le cas où peu probable et faible, il va être dans cette zone. Donc, notre risque qui s'appelle R01, il va être dans cette zone verte. Il y a d'autres risques qui peuvent être avec une probabilité presque certaine et un impact très élevé. Il va être au sommet du zone rouge. Alors, la zone rouge et toute cette zone, avec les deux carreaux très élevés et presque certains, pour ceux qui ne voient pas. Alors, toute la zone rouge, orange et les deux carreaux, probabilité rare très élevée et impact faible, probabilité presque certaine, on doit les garder dans notre radar. C'est là où on a mis notre risque qu'on doit mitiger et qu'on doit étudier. D'accord? Ça, c'est de point de vue qualitatif. Mais de mon point de vue, la partie qualitative, elle est de plus en plus moins utilisée, vu ses limites.
parce que aujourd'hui, si on décrit on sait très bien c'est quoi les conséquences et on sait très bien quelles sont les causes, mais ça reste subjectif. C'est pas chiffré, c'est pas matérialisé. Il est toujours attribué aux chefs de projet ou aux experts de dire oui, ça c'est rare, même si ce risque sera un problème, son impact n'est pas très élevé, c'est pas chiffré. Et pour moi, si c'est pas chiffré, je peux pas vraiment être sûr de gérer nos risques. D'accord? L'évaluation quantitative des risques. Alors, entrons maintenant en mathématiques un peu. Les risques, la probabilité, comme on a dit, c'est la probabilité d'occurrence de l'événement et l'impact, c'est l'impact potentiel de l'événement. On va opter vers une formule simple qui est criticité du risque. C'est l'évaluation de la criticité de risque, c'est la multiplication de la probabilité et de l'impact. Pour avoir, on va opter vers des chiffres. On va prendre pour la probabilité une échelle de 1 à 5, de 1 à 10. Ça dépendra des entreprises. Mais généralement, ils vont opter vers 1 à 5. 1, c'est les probabilités. Voilà. Et 5, c'est la probabilité très élevée ou certaine. C'est les mêmes experts qui vont donner des chiffres. Les chiffres, ça dépend de la stratégie de l'entreprise. Ça ne dépendra pas des experts. Ils donnent leur avis, mais ça est attribué à l'entreprise. Il y a des experts qui nous ont montré des matrices avec 10 impacts et 10 mais ça entre très, très en détail et vraiment, c'est très difficile à gérer après. L'échelle 1 à 5, c'est très utilisé, mais vraiment, c'est au chef de projet ou à l'organisme c'est une stratégie de risque qui va être validée par les responsables de l'entreprise. D'accord? Alors, si on a une échelle de 1 à 5 pour la probabilité et de 1 à 5 pour l'impact, on va avoir un score pour chaque risque. Et ce score, bien sûr, le score le plus élevé, c'est le risque qu'on doit vraiment mettre le point et c'est le plus critique et nécessite plus d'attention et plus d'action à mettre en place. Et voilà. Donc, je vais vous montrer la matrice de risque après avoir évalué. Donc, la probabilité de 1 à 5, on peut l'attribuer aussi par la qualitative. Donc, on peut opter vers la démarche qualitative, mais en donnant des scores ou des chiffres face à chaque échec. D'accord? Donc, on a toute la probabilité et on a les impacts. Et la combinaison entre probabilité et conséquence, ça nous donne un chiffre. Et dans notre matrice, ça nous donne automatiquement la criticité la criticité du risque de l'entreprise. D'accord? Donc, si on multiplie, si on a une conséquence rare et on a un impact catastrophique, notre risque, la criticité de notre risque, elle est modélée. D'accord? Et du coup, tout à l'heure, on a mis la partie qu'on va surveiller. Là, c'est la même partie. Oui, bien sûr, c'est la même partie. La même partie. Il y a d'autres référentiels qui utilisent la risque fois impact au carré. Il y a des gens qui vous disent, oui, le risque, la criticité, c'est la probabilité fois impact au carré, ce n'est pas le risque. La probabilité fois impact au carré. On lui dit, la probabilité d'occurrence, on peut être incertain de la probabilité d'occurrence, mais si jamais le problème il est survenu, l'impact, c'est très important par rapport aux probabilités. Donc, on mettrait l'impact au carré pour le mettre plus en relief et fois la probabilité. Ça, c'est opté aussi, mais dans ce n'est pas très utilisé, mais c'est très important de le savoir aussi. D'accord? Partons maintenant vers un exemple. Comme ça, on peut comprendre mieux de quoi il s'agit.
Moi, j'ai pris trois risques. Le premier risque qui ne touche la partie de développement, c'est un process de développement et pour la partie d'analyse de développement. On a dit qu'on doit décrire le risque, c'est-à-dire on doit formaliser les causes et on doit formaliser les impacts. Pour chaque risque, on donne un référentiel. Il touchera quel processus, sous-processus, ça dépendra de l'entreprise, bien évidemment. Et on va décrire brièvement le risque. On va décrire les causes et les conséquences. Et après, on va l'évaluer. D'accord? Maintenant, le retard dans la livraison des spécifications fonctionnelles. Ça peut être causé par quoi, selon vous? Moi, j'ai mis quelques exemples. Changement du besoin initial. Changement de besoin initial au cours de route, OK. Le client ne connaît pas, ne sait pas ce qu'il veut. Oui, ça, c'est une incertitude qu'on doit gérer. Non. On parle de processus de développement dans une phase d'analyse. Et si tu parles de ressources humaines, ça, c'est un autre process qui touchera par exemple, le deuxième exemple que j'ai mis, c'est le manque de compétences spécifiques dans l'entreprise. Et ça ne touche pas le cœur métier du risque, ou le cœur métier du process, pardon. Mais c'est un process de support, pas entrer dans le bazar de process et sous-process. Mais attribuant le retard de livraison des spécifications fonctionnelles, ça peut être causé par des changements des exigences en cours de route. Ça peut être un manque de la clarté ou de la communication de la part du client ou de notre part. On n'a pas compris la même chose au démarrage. Donc, on a rédigé, on a soumis notre compréhension en validation. Ce n'est pas clair. Ça peut être un problème de communication entre nous. Ça peut être une cause de plusieurs facteurs. Et là, j'ai choisi que 2. Et c'est quoi l'impact? Si on n'a pas aujourd'hui, on a démarré le développement et on n'a pas encore des spécifications qui sont claires, noir sur blanc, validées par le client. C'est quoi l'impact? Ça peut causer des retards de livraison. Oui. Perte d'énergie, perte de temps et perte de budget parce qu'en fait, on peut dire que les développeurs, ils peuvent commencer à travailler, après on leur demande un autre boulot, donc Ouais. et une perte globale. Yep. Alors, pour vous, quelle est la probabilité d'occurrence de ce risque? D'avoir des retards de livraison, des spécifications fonctionnelles de notre part ou de la part du client. C'est quoi la probabilité d'occurrence dans un projet? Supérieur? On a appris à une échelle de 1 à 5. 1, 2, 3. Ouais, elle est moyenne. Moyenne. Normalement, il y a toujours je dirais, des exigences bien claires, mais il y a toujours une partie qui effectivement peut être due à la manque de clarté ou l'absence de spécifications claires et précises. Donc, on dirait moyenne, quoi, je pense. Moi, j'ai mis 3, à votre avis. Ouais, c'est moyenne. Ouais. Ouais. Sur 1 à 5, de 1 à 5, c'est moyenne. Ouais. C'est toujours, ça dépend de contexte du projet. Alors, si on n'a pas des spécifications fonctionnelles livrées à temps, c'est quoi l'impact? De 1 à 5, bien évidemment. Ben, retard sur toute la ligne, quoi. De 1 à 5. Et bien 5. 4. Parce qu'on peut réellement mettre des actions pour mitiger ce point. Mais si jamais ça se réalise, moi je dirais 4. Peut-être, ça dépendra des visions des gens. Alors, pour évaluer la criticité du risque, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier la probabilité fois l'impact. Donc, 3 fois 4, on aura 12. Ça, c'est le score de ce risque. D'accord? Et on peut le mettre dans
dans notre matrice de risque, on a la probabilité, on a dit que c'est 3, et l'impact, c'est 4, donc on est ici. Donc forcément, ce risque, il doit être dans notre priorité de mitiger, de mitigation. OK? Voilà, je voulais vous donner un exemple concret, comment vous faites, comment vous évaluez votre risque. Il y a d'autres, par exemple, le manque de compétences spécifiques au sein de l'équipe projet. Il y a des causes, des conséquences. Moi, j'ai opté vers une probabilité de impact 3 et on a une criticité 6 et la sécurité des données compromise. C'est-à-dire, on a un problème de sécurité dans notre projet. La cause, c'est attaque de pirates informatiques ou d'acteurs malveillants, erreurs humaines telles que la perte d'appareils contenant des données sensibles ou des violations de politiques de sécurité. Ça, c'est la cause du risque. L'impact à ce risque, c'est une perte de données, ce sont des dommages de réputation de l'entreprise. Vraiment, pour moi, c'est très grave. Moi, je l'ai mis 5 comme impact, avec une probabilité d'occurrence qui est 4 pour ce projet. Je ne vais pas dire, bien évidemment. Donc, on aura un score de criticité de risque de 20. Alors, revenons à notre matrice. Donc, on a 5 et 4, on est dans l'extrême. C'est vraiment les voyants rouges qui s'allument. Et l'autre, on a dit que c'était un 6, moderate. Voilà. Donc, maintenant, bien sûr, moi, j'ai opté à 3. Dans les projets, il y en a des centaines de risques et on doit les classifier. Par la suite, si on termine le scoring de tous les risques, on va les hiérarchiser selon la criticité ou selon le score de criticité de nos risques. D'accord? Allez, avançons. Voilà. Maintenant, dans l'étape 3 de notre processus, respirez un peu, il reste encore deux étapes. Maintenant, on va faire une décision. Donc, on a évalué nos risques, on l'a mis dans notre matrice. On sait très bien quels sont les risques qui vont être gérés en priorité et les risques moins prioritaires et les risques autres risques. Maintenant, on va décider qu'est-ce qu'on va faire face à cette liste de risques. Il y a quatre stratégies. Si on a un risque qui est dans la zone verte, on peut décider qu'on va accepter ce risque même s'il se réalise, s'il se reproduit, à la limite. Ce n'est pas très important. L'impact est faible. La probabilité d'occurrence, elle est faible. Même s'il arrive, pas de souci. Je ne vais pas mettre de mesure de mitigation. Je vais l'accepter. Ça, c'est ma décision. D'accord? Il y a d'autres risques qu'on va décider, on va dire, on va les transférer. C'est une stratégie. C'est quoi transférer un risque? Je vous donne un exemple. Revenons à l'exemple de la selle serveur. Je dis n'importe quoi. C'est juste un risque. Non, mais c'est assez récurrent. Hein. C'est assez récurrent ce transfert. Donne-nous un exemple de transfert. Par exemple, on a un problème de, je ne sais pas quoi, de base de données ou d'installation sur un serveur ou sur la responsabilité qui assure le bon fonctionnement d'un serveur, vu qu'on est en phase de développement. Donc, je mets la responsabilité du serveur et toute la marmite du serveur chez l'éditeur. L'éditeur, c'est-à-dire celui qui va fournir la solution. Donc, je me dégage totalement de toute la responsabilité de ce qui se passe sur le serveur. J'attends tout simplement à avoir les jalons respectés
et c'est l'éditeur qui prend voilà, toute la responsabilité sur tout ce qui se passe, Tout l'impact, l'installation, le tout. déploiement, la sécurité et tout, tout. Voilà. Par contre, il faudra veiller à ce que le contrat était bien réglé au départ, quoi. Voilà. Ça, ce que j'allais dire. Il faut Il le faut mettre contrat, ça noir sur blanc dans les contrats. Ah oui, oui, celui qui a Il signé le y a un contrat au aspect départ, il faut avoir quelqu'un de bien veillant sur les termes du contrat parce du que contrat. c'est du C'est vécu, hein, très important. Ouais. ouais. Euh, ça se fait fréquemment dans les entrepôts, les grands entrepôts, surtout pour les télécoms, ainsi de suite. Les entrepôts sont sécurisés par des assurances. On ne sait jamais, un jour, il y a un incendie dans les entrepôts, bah, c'est l'assurance qui paye tout. Et on met ça noir sur blanc dans les contrats pour nous protéger. D'accord? Ça, c'est une stratégie, c'est de transférer où on a un problème et on peut le transférer, on le dégage. Le troisième, c'est éviter. Ça veut dire quoi? Éviter un problème. C'est vraiment de mettre un plan d'action ou des objectifs pour éviter complètement ce risque. Et c'est principalement c'est dans la zone rouge qu'on prend cette décision. Si on a une probabilité d'occurrence très élevée, un impact très élevé, il faut éviter ce risque à tout prix. D'accord? On ne dit pas on va l'atténuer, on va faire mettre des actions, on va la surveiller. Non, il faut l'éviter à tout prix. D'accord? Bien évidemment, dans les mesures de possible. Atténuer, c'est vraiment, c'est développer un plan d'action, le surveiller, tanana. D'accord? Revenons maintenant à notre exemple. On a un retard de spécification fonctionnelle. On a mesuré la criticité de notre risque. D'après vous, c'est quoi la décision, d'après les stratégies qu'on a vues, vous voulez que je revienne vers le... Voilà, c'est quoi la décision? Oui. Il y a 12, il y a 20 aussi. Cette risque, elle est mesurée à 12. Oui. Bien ça. La décision, c'est... Les 12, ce sont dans la zone orange et du coup, ce sont des risques à surveiller et du coup, on va les atténuer par des plans d'action et de la surveillance. D'accord? Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, qui est la manque de compétences spécifiques dans un projet. Non, jamais de la vie. Moi, je suis dans ce cas accepté. C'est vert. Mais c'est vert. Si, c'est vert. Oui, c'est vert. Ah non, si, c'est orange. Ouais, ça c'est orange et donc c'est un risque à surveiller parce qu'au démarrage du projet, tu peux dire oui, ok, j'ai pas les compétences pour, mais on accepte, mais on paye cher. Oui, en fait, on surveille sans accepter et surveiller. Pour moi, c'est la même chose. Accepter, tu vis avec, mais tu es en train de surveiller sans Tu es en train de payer cher parce que dans les yeux d'un développeur ou d'un VA, oui, on gère et on fait avec. Mais pour un chef de projet, c'est du coût. C'est des euros qui sont... Oui. Voilà. Une fonctionnalité qui peut être développée, estimée à 3 jours, on le fait dans 2 semaines avec tout ce qui vient de bugs et de corrections, ainsi de suite. Ça, c'est du coût. Ça, c'est de l'euro. Ça, c'est des balles qui sont jetées par terre. Du coup, donc, oui, c'est à surveiller, c'est pas à accepter, malheureusement. Parfois, oui, la décision, elle est atténuée, mais en réalité, les actions qu'on a mises en place n'ont pas atteint leur objectif. Et du coup, on va accepter, on va écrire noir sur blanc que nos actions n'ont pas été abouties parce que, et voilà qu'on est face à un dépassement de budget et un dépassement de délai. Ça se justifie. D'accord? Mais là, on est en train de lister les... Et la sécurité des données.
on a une criticité très élevée avec un impact très élevé. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est éviter à tout prix. Là, il faut demander conseil, hein, surtout pour la partie sécurité, pour ne pas avoir la compliance qui vous tombe dessus et que Oui. tout part en cacahuète. Il faut vraiment avoir l'avis d'experts à tout prix pour que, et surtout les internes et Mhm. le top management pour éviter voilà, qu'à la fin, c'est le chef de projet ou le programme manager c'est lui qui paie les pots cassés parce que là, c'est vraiment du Mhm. critique et ça touche le fond et le noyau du business de l'entreprise, quoi. Et je pose une autre question. Si tu n'as pas identifié ce risque dès le début, Euh, tu n'as pas dans ton radar un problème de sécurité. Ah bah, sincèrement, avec tout ce qui se passe dans le monde, il n'y a qu'un aveugle qui pourra pas le voir. Mais après, non, mais après, ça peut arriver, hein. Je dirais pas que Après, Ouais. après, s'il y a un problème de sécurité, le chef de projet, s'il n'est pas épaulé par des bonnes personnes, Ouais. et que surtout parmi ces personnes-là, il y a de la sécurité, je dirais qu'il prend un grand risque, quoi. C'est vraiment un grand risque parce que il y en a même les éditeurs, moi je dirais, après ça c'est d'après mes expériences, Mhm. les éditeurs et tous les parties prenantes externes ou internes, chacun, il est à un moment donné dans la vie du projet ou du programme, il tire de son côté pour éviter que voilà, que le codir ou que le top management tombe dessus. Parce que tout simplement, il y a des enjeux comme tu as dit tout à l'heure, des enjeux de temps, de sous, c'est pas des sous, mais c'est des milliers, voire des centaines de milliers d'euros Ouais. qui commencent à à avoir des justifs. Il faut justifier d'où et pourquoi ça a été consommé. Et c'est pour Mhm. cela que chacun y tire de son côté. Donc, de préférence de prendre une stratégie macro dès le départ et de mettre la sécurité toujours parmi les points les plus importants et les plus pertinents à garder en surveillance tout le temps pour éviter voilà, de mettre en faillite l'entreprise, quoi. Parce que la sécurité peut à n'importe quel moment, si on perd les données de l'entreprise, c'est un risque que l'entreprise. Et dans nos jours, les chefs de projet, ils mettent beaucoup d'accent sur la partie sécurité et ils oublient la partie développement et la partie corps métier des projets parfois. Vraiment, tu as un euh, département. Je pense qu'il y a une contrainte de sécurité déjà. Ça dépend. C'est surveillé. RGPD, donc déjà le projet, il n'est pas tamponné par la partie juridique si on ne précise pas vraiment comment on va protéger les données, la sécurité. Voilà. C'est ça. C'est vraiment fondé, du coup, oui. Moi, j'en ai vu, peut-être c'est devenu de plus en plus rare d'avoir des projets qui ne prennent pas la peine d'avoir la partie développement ou la partie cœur métier du projet et la partie sécurité. Mais aujourd'hui, la partie sécurité, elle aille toujours en premier lieu. Même contractuellement, même dans les plans projets des projets, je les vois toujours, tac, la première partie, c'est la sécurité. Mais bon, ça dépendra toujours des projets. Alors, maintenant, on a une stratégie ou une réponse face à chaque projet. Qu'est-ce qu'on va faire? Et vraiment, c'est faire un plan d'action dédié pour chaque risque. Les actions peuvent être une, deux, trois, des multitudes de. Et ça dépendra. Par exemple, on prendra une action, un risque, pardon, qui peut engendrer trois actions avec trois parties prenantes différentes. D'accord? Mais vraiment, il faut creuser, il faut mettre les plans d'action avec tous les responsables devant, avec une deadline, on doit le suivre, avec peut-être une revise date, ça dépendra tout au long du projet qu'on le révise, et un statut, un commentaire de ce qui s'est passé, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, ainsi de suite. Ça, c'est un exemple brief du plan d'action qu'on peut mettre en place, mais toujours ayant les références de risque et le numéro d'action pour faire un suivi dédié. D'accord? Après, on peut avoir, pour information, on peut avoir aussi
Si ma mémoire est bonne, on peut avoir des plans de risque dédiés pour chaque équipe, hein. C'est pas, ça, c'est le Oui, plan de oui, risque global, effectivement, qui est sous la main du chef de projet ou du oui, project management, oui, project programme, pardon. oui. Mais on peut avoir des plans de risque pour chaque équipe qui pensent ou qui voient qu'il leur faut un plan de risque dédié, quoi. Comme ça, il peut y Oui. avoir des suivis, je dirais, C'est multi. quoi les actions qu'ils Comment? vont faire? C'est quoi les actions qu'il faut. Exactement, Ouais. ouais. Mm. Plan d'action, ils vont Aujourd'hui, on ne va pas les mettre quand moi j'ai mis un tableau, mais aujourd'hui, on peut utiliser d'autres outils comme Jira, comme C'est ça. Declarity, et chaque action, elle est assignée à la partie prenante qu'elle va le prendre en charge. Et après, le chef de projet a une vue globale sur toutes les actions qui ont découlé de ce plan. D'accord? J'ai une petite question. Oui, En fait, concernant. concernant notre sujet, imaginons, par exemple, on a un projet from scratch, on vient tout juste de commencer le projet Oui. et il y a eu cette gestion de risque. Et après, en fait, s'il y a une nouvelle fonctionnalité qu'on va rajouter par la suite, est-ce qu'on fait un réajustement de la gestion de risque ou est-ce que en fait, on reste sur ce qu'on s'est dit depuis le début du projet? Alors, je vais te répondre tout de suite Mhm. en allant à l'étape 4 et 5. On va planifier les actions qu'on a mis en place. Ce sont des jours, ce sont des sous, ce sont des actions à faire qui prennent du temps et ça doit être intégré dans le grand plan du projet. D'accord? Parce que faire un plan d'action, ça a aussi un impact sur le projet. Communiquer et mettre en œuvre des mesures de contrôle. Je vais répondre à ta question. Aujourd'hui, au démarrage, on a identifié les risques, on les a évalués, on a mis en place des actions qu'on va les surveiller, mais ayez en tête que le processus de gestion de risques, c'est un processus qui vit avec le projet. Donc, on a des points de contrôle tout au long du projet, des réunions dédiées pour reviser, pour voir on est où par rapport aux actions mises en place. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure d'identifier d'autres risques? Il y a des risques qu'on a mis un plan d'action, mais ce n'était pas critique. Aujourd'hui, il devient critique parce qu'on doit décrire la cause et l'impact par la suite. Voilà, donc le plan de risque ou moi, qu'elle s'appelle la cartographie du risque. Cette cartographie, elle s'enrichit tout au long du projet. D'accord. Donc, le point que je vais mettre l'accent, c'est vraiment communiquer et rapporter vos risques. Pour les risques, ils doivent être communiqués à l'équipe de projet, d'être communiqués avec les stakeholders ou les parties prenantes et avec des échelons supérieurs dans les communautés exécutives ou les CODIR, ou ça dépendra de la gouvernance du projet. D'accord? La dernière étape de notre processus, c'est peut-être, on peut avoir un tableau de bord, ça dépend de la maturité des entreprises, un tableau de bord pour surveiller les risques, leur évolution tout au long du projet, ayant des codes couleurs pour nous aider à vite détecter l'impact ou l'évolution de notre risque et faire des revues périodiques, je dis bien périodiques, pour évaluer si jamais on a d'autres risques ayant été détectés et évaluer le plan d'action parce qu'aujourd'hui, tu as un risque qui est avec une probabilité certaine et un impact modéré. Ça peut changer, ça peut être reclassé dans un autre coin de notre matrice de risque. D'accord? Voilà. Pour conclure notre meetup, le benchmark d'aujourd'hui, donc 95% des taux pour les projets informatiques, c'est d'identification des risques. Ce pourcentage comparé au total des risques possibles, on a pu, dans nos projets, détecter presque 95% des risques. Il y a toujours des menaces, il y a toujours des risques qu'on peut
qu'on ne peut pas détecter ou qu'on ne peut pas lister au début. Donc, ce qui nous mène que le zéro risque n'existe pas aujourd'hui. Mais quand même, la 95%, c'est une pourcentage respectueuse pour gérer nos projets. Et je mettrai encore l'accent que le processus de gestion de risque, c'est une évaluation continue. Ça ne s'arrête pas. On ne va pas mettre la cartographie dans un casier, on va faire, voilà, on a fait ce qu'on doit faire et en retour, on revient chez nous. C'est une collaboration avec tous les membres de l'équipe, que ce soit des BA, des développeurs, des leads, ainsi de suite. On peut détecter des risques indépendamment de la hiérarchie des gens. La transparence dans la communication est vraiment former et sensibiliser les gens à l'importance de la gestion de risque dans nos projets. Voilà, si vous avez des questions. Merci beaucoup.